Mais l'histoire raconte que les Athéniens n'ont pas reçu Dionysos avec les honneurs qui étaient dus à une divinité et qu'ils furent frappés par le dieu d'impuissance sexuelle, et c'est la raison pour laquelle ils sont condamnés à fabriquer en l'honneur de Dionysos des phalloi sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ceci donc du côté du mythe, disons, de fondation de ce culte rendu à Dionysos Eleutheros. Deuxième point, toujours dans la même perspective de l'ailleurs, du point de vue maintenant non pas du mythe, mais du récit héroïque, mais du rituel, chaque année, avant le début des grandes Dionysies, où étaient représentées les tragédies, les comédies et les dithyrambes, le xoanon du dieu, la statue en bois du dieu, qui avait été donnée par Pégasos aux Athéniens, était emmené du temple du sanctuaire au centre d'Athènes, dans un temple proche de l'académie, c'est-à-dire proche de la route d'Éleuthère. Puis, en une procession nocturne, conduite par les éphèbes, la statue était reconduite à l'entrée du sanctuaire théâtre. Vous voyez, vous avez ce double mouvement vers pas l'extérieur, mais disons vers les marges du territoire athénien. On ne peut pas. Ça, c'est la sonnerie. Comment? Il y a rien à faire. C'est la sonnerie du lycée. C'est la sonnerie du. Bon. On ne peut pas savoir. Bon. Pardon. C'est dire donc que aussi bien le récit que le rituel qui précèdent les grandes Dionysies, et donc ces représentations musicales de tragédies, de comédies et de dithyrambes sont portées par un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, de l'ailleurs entre guillemets ou de la marge vers le centre civique d'une part et cultuel de l'autre. Or, cette question de l'ailleurs, on peut la poser également quant à l'identité du groupe choral qui se situe, qui intervient souvent en marge de l'action héroïque dramatisée dans le théâtre. Tout en jouant ce chœur, ce groupe choral, qui par ailleurs se situe un peu à la marge, à l'action qui est représentée, mais qui joue en général un rôle déterminant dans la conclusion de l'action narrative, et c'est ce que j'aimerais évidemment montrer dans ma lecture de la conclusion des Euménides. À propos du chœur et du rôle du chœur, j'aimerais vous rappeler la définition qu'en donne Vidal-Naquet, Pierre Vidal-Naquet, dans un des articles qui a été repris dans Mythes et Tragédies 2, et qui nous dit du chœur tragique, de tragédie, qu'il est l'expression de la cité qui honore par ses évolutions l'autel de Dionysos, c'est-à-dire du dieu qui, entre tous les dieux, est celui qui est le plus étranger à la cité. Et il ajoute, mieux, si le chœur est l'organe de l'expression collective et civique, il est tout à fait exceptionnel qu'il soit composé de ceux qui étaient les citoyens moyens, c'est-à-dire les citoyens moyens, mâles, en âge de combat. Et, en effet, il faut rappeler le double statut des choreutes de la tragédie. D'une part, ce sont en effet des citoyens par leur statut, des citoyens adultes. Ils ont donc le statut politique, civique du citoyen athénien, mais par l'intermédiaire du mas, évidemment par l'intermédiaire aussi des paroles qu'ils chantent, ces choreutes, citoyens, assument un statut dramatique, un statut que j'appellerais un statut fictionnel. Et du point de vue de ce statut poétique, du point de vue de ce statut fictionnel, ils assument dans l'action héroïque, dans l'action qui est dramatisée dans la tragédie, une identité qui est une identité en quelque sorte marginale. Ce sont des jeunes filles, des femmes,
des vieillards, des esclaves, des étrangers, souvent en une combinaison que je dirais une combinaison intersectionnelle. C'est-à-dire, je prends l'exemple des Phéniciennes d'Euripide, où les choreutes, jouées donc et chantées par des citoyens athéniens qui portent un masque, sont des jeunes femmes étrangères et de conditions serviles, d'où l'idée de l'intersection. Ce qui signifie que les choreutes, dans les performances chorales qui rythment le déroulement de l'action héroïque dramatisée dans la tragédie, assument en tant que citoyens un acte rituel au centre même de la cité, tout en revêtant dans leur participation à l'action héroïque dramatisée une identité qui se situe en marge, c'est-à-dire dans un ailleurs, de nouveau, entre guillemets, par rapport au lieu central dans lequel ils ou elles évoluent au service, évidemment, des dieux de la cité, en l'occurrence, en particulier, de Dionysos et Eleuthérios. Or, une étude récente que j'ai faite dans une perspective ethnopoétique, qui est la perspective que nous défendons dans l'association Antiquité Territoire des Écarts, j'ai donc procédé à une étude du développement du rôle des chants choraux dans plusieurs tragédies, Échille, Sophocle et naturellement Euripide. Et cette étude permet de distinguer entre, d'une part, l'identité héroïque, mais par ailleurs aussi l'identité que j'appellerais l'identité civique du chœur tragique. Et entre ces deux identités, on peut distinguer trois voix. Dans les interventions concrètes, ces interventions chantées du chœur tragique en performance musicale, trois voix d'ailleurs, ma distinction elle est purement opératoire, trois voix qui s'entremêlent dans une véritable polyphonie. Une voix que j'appelle une voix performative, le groupe choral donc intervient dans l'action dramatique comme l'un de ses protagonistes, ou l'une de ses protagonistes. Par leur forme rituelle, les paroles chantées tentent d'avoir un effet, un impact sur l'action héroïque dramatisée avec ces différents protagonistes et d'avoir un impact, par exemple, par l'invocation d'une divinité à laquelle on demande d'intervenir dans l'action qui est représentée. Une voix performative, donc, également une voix affective. Les choreutes expriment volontiers par leur chant, probablement par leur danse aussi, ou par leur pas de danse, par leur chorégraphie, leur réaction émotionnelle à l'action dramatisée avec ces acteurs qui sont ces héros qui sont donc confrontés à la divinité, naturellement, aux divinités, certaines divinités, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, à leur destin, à leur moira, plusieurs termes qui désignent le destin, également potmos, etc. Mais celui qu'on trouve dans la tragédie, c'est essentiellement moira. Et puis, troisièmement, une voix herméneutique, le chœur, donc, en quelque sorte un peu à distance, commente aussi, à l'occasion, l'action dramatique qui se déroule, je ne dirais pas devant lui, mais qui se déroule autour de lui, cette action dans son déroulement tragique, et souvent d'ailleurs par référence à d'autres figures héroïques, donc par référence à d'autres actions héroïques, nous dirions peut-être par référence à d'autres mythes. De là donc cette polyphonie poétique, une polyphonie d'ordre sémantique et pragmatique, dans un contrepoint qui correspond à la multiplicité des fonctions dramatiques, mais à la multiplicité aussi des fonctions rituelles.
et ceci donc dans le présent de la performance dramatique de ce chœur de tragédie. Et ce contrepoint musical correspond en particulier au caractère composé, comme je l'ai très rapidement indiqué, au caractère composé de l'identité sociale, mais aussi de l'identité de sexe du groupe choral de tragédie. Et je dirais encore que, dans cette mesure, le chœur établit une relation absolument essentielle, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé, relation essentielle entre le temps, mais aussi l'espace, le temps et l'espace, en quelque sorte, autre de l'action héroïque, dans laquelle ce chœur est lui-même impliqué, et puis, par ailleurs, le temps et l'espace de l'Athènes du Ve siècle, dans l'ici, dans le maintenant, de la célébration rituelle de la célébration, je dois dire, rituelle et musicale des grandes Dionysie. Or, si, passant des rares tragédies classiques dont le texte entier nous est parvenu, il y a une tragédie qui permet d'illustrer ce passage de l'ailleurs du récit héroïque aux circonstances politiques, cultuelles de sa performance poétique, ce sont bien les Euménides d'Échille. C'est une tragédie, et je dirais des Euménides que c'est une tragédie chorale par excellence, et ceci par la manifestation d'une polyphonie et de la polyphonie d'une voix collective féminine qui conduit de la dramatisation d'un mythe, ce qui est pour nous un mythe, de la dramatisation d'un récit héroïque, extérieur à la tradition athénienne, il s'agit de la destinée des Atrides, à l'institution politique, à l'institution à la fois politique et rituelle d'une instance propre au Ve siècle athénien, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'aréopage, on va vite le voir, d'une part, mais aussi le culte réel rendu aux Euménides au Ve siècle, de nouveau, ici et maintenant, au moment de la représentation des Euménides au milieu du Ve siècle. Alors, mais on n'a pas le temps de le faire. Je donnais un résumé, évidemment, des deux tragédies qui précèdent les Euménides, puisqu'il s'agit, avec les Euménides, avec l'Orestie, de la seule trilogie qui nous soit parvenue. Mais vous savez donc qu'il s'agit du destin et des différents meurtres commis par Agamemnon, son épouse, à son égard d'ailleurs, son épouse Clytemnestre, et ensuite le meurtre d'Oreste par vengeance à l'égard de sa mère. Les Euménides, donc. Les Euménides, la première partie de la tragédie se déroule à Delphes. À Delphes, où parvient Oreste qui est poursuivi par les Érynies à l'issue du meurtre de sa propre mère. Et cet Apollon, vous vous rappelez, n'est-ce pas, que c'est sur le conseil d'Apollon, sinon sur l'ordre même et sur l'ordre oraculaire d'Apollon, que qu'Oreste a été conduit à ce matricide, et c'est la raison pour laquelle Oreste essaie de se réfugier à Delphes, poursuivi donc par les Érynies. Apollon intervient dans la première partie de la tragédie pour engager le jeune homme à rejoindre Athènes et à se purifier dans le temple d'Athéna. Vous voyez, on arrive déjà à ce parcours indiqué d'un certain extérieur par rapport à Athènes, vers la cité
elle-même. Et de fait, les Érynies se confrontent à Apollon, continuent à poursuivre Oreste et le poursuivent jusqu'à Athènes, où Oreste parvient et suscite la présence d'Athéna. Donc vous avez ce déplacement de Delphes vers Athènes, et c'est à Athènes que la déesse Athéna instaure un tribunal qui doit affronter le procès du jeune Oreste. Et là, je me réfère au texte numéro 1, c'est donc Athéna qui, après Apollon, prend la parole et qui, vous le voyez dans le texte numéro 1, dans sa première intervention, s'adresse essentiellement à l'Attikos Léos, c'est-à-dire, non pas à Oreste, non pas à Apollon non plus, mais au peuple d'Athènes. Puis, de manière, c'est au vers 651, et puis de manière plus précise, ah non, je m'excuse, vous n'avez pas le vers 651, mais elle s'adresse d'abord à l'Attikos Léos, et puis ensuite au vers 684, ça vous l'avez dans le texte 1 qui a été reporté dans le dossier, elle s'adresse au Conseil des juges. Hein, vous voyez, dikaston bouloi terion, et elle précise que ce Conseil des juges se trouve sur la colline d'Arès, hein, vers 690, c'est-à-dire sur la colline de l'Aréopage. Nous y voilà. Là, il y a une coïncidence évidente du point de vue spatial avec l'Aréopage qui est connu par le public de la tragédie sur l'autre flanc de l'acropole par rapport au théâtre où se trouve le public. Mais il faut relever qu'il y a de plus, à part cette coïncidence spatiale, une coïncidence d'ordre temporel, ou une coïncidence que j'appellerais une coïncidence d'ordre historique, entre la date de la représentation de l'Orestie au Grand Dionysie, c'était en 458, et puis, par ailleurs, l'introduction des réformes dites d'Éphialte. Éphialte ou Éphialtès, c'était en 462. En effet, en réaction contre une constitution qui avait été une constitution informelle qui avait été introduite par Simon en 470, Éphialtès a réformé en particulier cette institution qui existait déjà, qui est donc l'Aréopage. L'Aréopage, c'était ce vieux conseil qu'on appelait le conseil aristocratique, qui était composé des anciens archontes, des archontes en quelque sorte à la retraite. Et Éphialte répartit désormais entre la boulée, entre le conseil, entre la boulée d'un côté, l'ecclésia de l'autre, l'assemblée, on appelle l'assemblée du peuple, et différents tribunaux, les pouvoirs politiques qui étaient jusqu'ici confiés à l'Aréopage. Et l'Aréopage, c'est le point important, l'Aréopage devient dès lors spécifiquement un tribunal. Un tribunal, c'est-à-dire, donc, disons, si vous voulez, une cour judiciaire, et une cour judiciaire qui est appelée à juger essentiellement des cas d'homicide. On retrouve évidemment ici l'acte dont Oreste est accusé et en raison duquel il est poursuivi par les Érynies. Vous voyez là évidemment la relation avec l'action qui est mise en scène dans l'ensemble de l'Orestie d'ailleurs. Et alors, si de ce point de vue on reprend le texte poétique d'Échille, on remarque qu'Athéna, c'est toujours le texte 1, donne à ce tribunal la fonction d'empêcher les citoyens, 693, de commettre l'injustice, mais adikein, et en particulier de verser le sang. C'est au vers 682
là, évidemment, la relation est très nette avec le destin enfin, l'acte commis par Oreste. Mais, dit-elle, non seulement les crimes de sang, mais aussi d'empêcher les citoyens de modifier les lois. Vous voyez, vers 693 sont mentionnés les nomoi, peut-être une allusion ici aux réformes d'Éphialte. Quoi qu'il en soit, on remarquera qu'à cette occasion, Athéna ne manque pas dans son adresse à l'Attikos Léos, au vers 681, de faire référence à ce que nous appelons, nous, un mythe, ce que les Grecs appelaient, eux, un archaïon, c'est-à-dire l'occupation de la colline d'Arès au temps héroïque de Thésée par les Amazones, et les Amazones qui finissent donc par sacrifier à Arès, vous voyez au vers 685 et suivant. Donc là, vous avez aussi un passage de l'extérieur vers l'intérieur et un passage de l'extérieur vers l'intérieur par le biais du geste rituel. Et finalement, après un dense échange entre le chœur des Érinnies, Apollon et Athéna, vous n'avez pas le texte, la déesse départage les votes et elle déclare que cet homme-ci, c'est-à-dire Oreste, va échapper au délit de sang et dès lors, Oreste qui vient d'Argos, Oreste qui est un Argien, va quitter Athènes non sans avoir juré fidélité à cette terre-ci qu'il désigne par un déictique et qu'il désigne par le déictique de la présence, cette terre-ci, c'est-à-dire naturellement l'Attique autour de la cité d'Athènes. Et puis ensuite, il faut que je termine, il y a un long échange entre Athéna et le groupe choral, c'est le texte 2, mais j'en viens à la conclusion de la tragédie, non sans avoir précisé, c'est le texte numéro 3, que dans ses répliques chantées, le chœur des Érinnies affirme, quant à lui, accepter ce qu'elle appelle, regardez au vers 916, le palados xunoikian, c'est-à-dire en quelque sorte la cohabitation avec Pallas, et ceci, c'est très important, sous l'autorité de Zeus d'un côté, mais aussi sous celle d'Arès, on est dans la proximité de l'aréopage. Et cela, ajoute-t-elle, pour assurer la prospérité de la terre de l'Attique. C'est désormais, évidemment, Athènes et l'Attique dont il s'agit. Et le chœur chante les belles moissons, hein, vous le voyez au vers 937 et suivant, la fécondité des brebis, surtout l'harmonie. Alors, il y a non seulement la prospérité du point de vue végétal et du point de vue animal, mais elle chante aussi l'harmonie entre les jeunes gens et les jeunes filles, les jeunes époux aussi, avec la protection des moirailles. Et j'en viens enfin à la conclusion elle-même, vers 4, texte numéro 4. Ah oui, il y avait encore quelque chose. Non, je vais sauter le texte 4. Il y a cet appel à la presse. Comment? Vas-y, hein, si tu veux prendre. C'est vrai? Oui. Je pensais que j'étais au-delà de la demi-heure qui nous était assignée. Alors, texte numéro 4. Ensuite, donc, vous avez un appel d'Athéna, à la procession finale qui va à la procession finale, dont elle va être en quelque sorte la chorège qu'elle va conduire pour achever la tragédie. Et vous le voyez dans le texte 4, donc vers 1021 à 1031, sous la conduite de la déesse, défilent désormais les Érinnies
les Érénies, c'est très important, qui sont devenus les Semnaï, c'est-à-dire les déesses vénérables, défilent aussi les Aréopagites, c'est-à-dire les juges qui siègent à l'Aréopage, et puis le héros qui était apparu avec Athéna même, et puis ensuite, le texte n'est pas tout à fait sûr, c'est au vers 1024, mais semble-t-il, prospoloi, ce serait le personnel de culte, d'Athéna, et puis enfin, une troupe de jeunes filles, de femmes, de vieilles femmes aussi, et ces femmes sont présentées, vous le voyez au vers 1026 et 1027, pardon, sont présentées comme l'œil de toute la terre de Thésée, hein, avec cette référence évidemment à l'un des héros fondateurs d'Athènes, en tout cas un des héros fondateurs de la démocratie athénienne. Et la destination de cette procession dramatisée, c'est le lieu de culte des Semnaï, c'est-à-dire le lieu de culte des Érénies, devenus les vénérables, pardon, et on connaît plus ou moins l'emplacement de ce lieu de culte. Se situait non loin de l'Aréopage, c'est Pausanias qui fait lui-même allusion dans sa visite d'Athènes. Et on aboutit ainsi au chant choral final et à ma propre conclusion, avec 5 remarques, texte numéro 5. Comme vous le voyez, le chant se conclut de manière significative et conclut ainsi la tragédie d'Échille avec le mot molpé. Hein, vous voyez ce terme vers 1047, un terme au sens proche de celui de mélos, un chant pour nous correspondant à la poésie que nous appelons poésie lyrique, un mélos qui inclut les différentes formes qui impliquent le logos, les paroles chantées naturellement, rhythmos, c'est-à-dire le rythme et donc une chorégraphie, et puis harmonia finalement, c'est-à-dire une mélodie qui est jouée sur la lyre, en l'occurrence. Ce qui signifie ici que dans son déroulement même et son déroulement conclusif, la tragédie est présentée comme une forme mélique et une forme chorale. Deuxième remarque conclusive, devenus Semnaï, vers 1041, les Érénies sont invités à s'associer ici et maintenant dans le présent de l'action dramatique qui s'achève. J'insiste évidemment toujours sur les déictiques. Vous avez la présence de Nun au vers 1043, 1047, d'Oiro, Ité, venez ici au vers 1041, etc., au cœur final. Elles sont invitées donc à prononcer le cri rituel qui accompagne le péant en général, un cri qui est de manière générale poussé plutôt par les femmes et qui s'appelle donc l'ologuet. C'est-à-dire donc cette conclusion chantée cette conclusion chantée des Euménides et par conséquent de l'ensemble de la trilogie, de l'ensemble de l'Orestie, se conclut sous la forme d'un péant. Troisième remarque, le chœur est donc invité à venir ici. Hein, vous voyez, d'Oiro ité au vers 1041 et maintenant, vers 1043, Nun. Dans l'un de ces gestes de deixis spatio-temporels qui sont fréquents dans les différentes formes de la tragédie, ou non seulement de la tragédie, mais surtout de la poésie mélique. C'est un geste qu'on appelle, du point de vue linguistique, un geste de demonstratio ad oculos, où on montre plutôt ce qui se passe sous les yeux de ceux qui assistent à la performance chantée concernée. Et ces gestes méliques de deixis et de deixis
spatio-temporel, ici et maintenant, réfère l'action héroïque chantée, dramatisée, à l'action rituelle qui est représentée hic et nunc. Cette action héroïque, donc, qui se situe au général dans une forme d'ailleurs, pour être représentée dans le présent. Quatrième remarque, par l'intermédiaire de cette action rituelle et musicale présente, c'est en définitive l'ensemble de la communauté athénienne qui est associée à l'action héroïque, tragique, avec sa dramatisation rituelle. Elle y est associée par le biais musical et elle y est associée, en ce qui concerne l'Orestie en particulier, par cette procession, et cette procession sous la direction d'Athéna. Athéna, qui est à l'évidence la déesse tutélaire d'Athènes. Cinquième remarque, dans le contexte particulier politique des réformes d'Éphialte, la conclusion chorale des Euménides et donc de l'Orestie assume une double fonction, que j'appellerais une fonction d'ordre étiologique, qui fonde l'action rituelle elle-même. D'une part, je l'ai en quelque sorte déjà indiqué, cette conclusion rend compte sur le mode narratif de l'institution sur le mode dramatique, devrais-je dire, de l'institution de l'aréopage, mais elle rend compte aussi rituellement du culte rendu aux Euménides auprès de l'aréopage, comme je l'ai indiqué. Et finalement, dernière remarque, du point de vue, en somme, épistémologique, la conclusion chorale et musicale de l'Orestie offre une réponse possible à la vieille question anthropologique de la relation entre le mythe et le rituel, entre l'ailleurs, ou les ailleurs, devrais-je dire, des récits héroïques et les pratiques rituelles présentes. Et de ce point de vue, disons, du point de vue narratif, du point de vue du récit dramatisé, en l'occurrence, la conclusion rituelle et chorale de l'action narrative déployée dans l'Orestie représente ce qu'on appelle la phase de sanction du récit héroïque, mais du point de vue pragmatique, cette conclusion étiologique de la trilogie est aussi, elle est une invitation pour les spectateurs qui sont interpellés sur le mode déictique dans leur identité et dans leur identité politique. C'est une invitation à devenir en quelque sorte à leur tour les acteurs à travers la pratique rituelle dans la réalité historique, politique, je dirais même peut-être religieuse, dans la réalité en tout cas culturelle dont dépend leur propre identité, dans la fabrication d'une identité qui est à la fois anthropo, mais aussi éco-poétique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Claude. Alors, nous avons fait plusieurs allers-retours parce qu'il y a eu des soucis de connexion en ligne, mais pour l'instant, on continue cette session et surtout, on laisse la place aux discussions et on va peut-être revenir sur l'ordinateur pour régler certains problèmes après. Est-ce que vous avez des questions dans la salle avant tout ? Je demande aussi en ligne. Jean-Marc, tu veux... Ouais. Fais ce qu'il faut faire. L'idée étant de résoudre le problème technique maintenant pour que ça ne se pose plus. Désolée. Désolée. Quel était le nouveau problème technique ? C'est qu'en fait, la connexion au Wi-Fi du lycée
Ouais. est très instable et donc à chaque fois ça coupait. Il y a des interruptions. Oui, il y a eu Voilà. des Ce que je propose, interruptions. c'est d'essayer sur celui-là. Ouais. Et parce que là, il y a un câble. Donc c'est mieux que le Et wifi. est-ce que tu peux le mettre avec Ça, la caméra C'est et... la même. Comment dire? C'est la même chose. Il y a juste à régler comme sur celui d'avant qui est là. Donc c'est quoi il faut ouvrir la caméra. et ouvrir la caméra et que le son passe. On fait ça. Et à chaque fois que ça se déconnectait, en fait, quand ça se reconnectait, Le micro venait pas. le micro venait pas. Et en revanche, le son, le tiling, Là, je sais pas normalement, pourquoi le tiling. Ah. Alors là, ce bouton là. Oui, bien sûr. Donc celui-là, je l'enlève si ça fonctionne pas. bien. Ouais. Et tu penses que ça fonctionnera mieux avec celui-là? Ah oui, il y a le câble. Je pense parce qu'il y a une connexion partout. Donc ça risque D'accord. d'être meilleur. Et, Donc là, on va mettre le son. Oula. Est-ce que quand on parle maintenant en ligne, vous nous entendez mieux? C'est bon. Ah, voilà. Super. La seule chose, c'est que Jean-Marc, il y a un autre problème, c'est que quand quelqu'un entre dans la salle d'attente, et on ne sait pas d'où, parce que moi j'avais désactivé le son ici, ça fait un tiling très fort d'ici. oui, mais je pense que tu peux brancher c'est de ton côté. Je pense que c'est justement pour indiquer qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est fait exprès, non? Oui, mais on Ouais. est un peu pénible. Une alarme. Il faut regarder sur l'appli si on peut le couper. Mais je la connais pas bien l'appli, je t'avoue que c'est moi. On verra. Alors, donc s'il y a des questions en ligne ou dans la salle, c'est le moment. Je crois que c'est bien. Tu m'appelles si Ou sinon j'enchaîne directement.